Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Academia pour le mois de juillet 2021. Alors aujourd'hui nous allons parler de la sorcellerie. Tout d'abord sur un point de vue mythologique, mais également sur un point de vue historique. Alors cette enquête va nous conduire tout d'abord dans l'Antiquité, où nous allons explorer les bases du mythe fondateur de la sorcière, avec de grands personnages comme Circé, Médée et quelques autres. Nous parlerons également des divinités qui président à la sorcellerie, comme la célèbre Hécate. Et puis ensuite nous allons dérouler le fil historique, avec la position de la sorcellerie au sein de la société grecque, ses différences avec d'autres formes dites de magie comme les aruspices, la divination, l'alchimie ou encore l'astrologie. Puis nous allons dérouler encore le fil jusqu'aux périodes de persécution, à la fin de l'Antiquité, puis le passage au Moyen-Âge, où la sorcellerie dans un premier temps sera considérée plutôt comme une superstition, plutôt comme une imagination ou un délire de personnes qui ne sont pas saines d'esprit. Et puis progressivement, avec l'apparition de la période donc des grandes hérésies, notamment les Cathares et les Vaudois, la sorcellerie va reprendre en force, ou du moins en présence au sein des angoisses populaires, si l'on peut dire, et c'est ainsi que cela va aboutir à la fin du Moyen-Âge, à la période de la grande chasse aux sorcières, et donc des bûchers qui feront plusieurs milliers de victimes. Toujours pareil, nous déroulerons tout d'abord l'aspect plutôt mythologique, c'est-à-dire la figure de la sorcière et la figure évidemment du sorcier, quels sont les pouvoirs qu'on prête à ces individus, quelles sont les méthodes employées par les inquisiteurs pour les trouver, pour mener les accusations, enfin comment va se dérouler en gros le procès pour acte de sorcellerie. Et puis nous verrons également diverses contradictions entre ceux qui font la promotion de la chasse aux sorcières et ceux qui inversement en font la critique, et puis ce qui va aboutir bien sûr à la fin de la chasse aux sorcières, sensiblement au XVIIIe siècle. Mais notre émission ne va pas s'arrêter là, nous irons un petit peu plus loin, puisque nous parlerons un peu du 19e, 20e et 21e siècle, avec le réveil de la sorcellerie, ou plutôt les nouveaux visages qu'elle va prendre dans notre monde moderne. Alors tout d'abord, avant de commencer, un grand merci à tous les contributeurs du Tipeee. Je vous rappelle encore une fois que c'est grâce à vous que je peux continuer mon travail, et ces vidéos de l'Academia sont une contrepartie de remerciements pour votre soutien. Afin de commencer notre enquête, il semble important de faire une introduction au concept de sorcellerie, et notamment dans le domaine étymologique. La sorcellerie serait un mot qui viendrait du latin sortiarus, qui voudrait dire jeter des sorts ou encore diseur de sorts. Comprenez que cela fait référence au fait d'interroger le destin ou encore de solliciter le destin, dans le but d'obtenir un résultat. Donc, le sorcier ou la sorcière, ou plus globalement l'adepte de la sorcellerie, est celui qui sollicite le destin ou qui manipule le destin dans le but d'obtenir un résultat, qui peut être évidemment positif ou négatif. À ce stade, la sorcellerie n'a pas forcément pris un aspect purement négatif, cela va venir un petit peu plus tard. Or, on ne retrouve pas spécifiquement le terme de sorcellerie chez les Grecs, du moins dans la période antique. À l'époque, on va trouver un autre terme qui est celui de goétia. Ce terme va donner plus tard naissance au terme de goétie, goétie qui de nos jours est plutôt une sorte de synonyme du concept de magie noire ou encore de l'art d'invoquer les démons. Donc, de ce fait, dans l'Antiquité, l'adepte de la goétia ou de la sorcellerie, de ce fait, serait une personne qui a la capacité d'invoquer ou de solliciter l'aide des daimons, donc des forces agissantes dans la mythologie grecque, afin d'obtenir des résultats, soit pour une malédiction, maudire une maison, un individu, du bétail, provoquer différents sortilèges, divers et variés. La deuxième question est depuis quand est apparue la notion de sorcellerie ? Alors comprenez tout d'abord qu'à ce stade, la notion de magie, de sorcellerie ou de tout un tas d'autres appellations n'est pas spécifiquement séparée, tout ceci n'est pas encore bien catégorisé. Alors le début de la pratique d'art dit magique remonte au premier temps de l'humanité. On trouve des éléments dans les cultures préhistoriques et protohistoriques qui attestent de mise en pratique de rituels dans le but d'obtenir des résultats, de solliciter la faveur des dieux, d'obtenir une bonne récolte, de chasser des ennemis, d'obtenir la victoire au combat et encore tout un tas d'autres choses, notamment dans les notions de rites de passage ou des rites d'initiation chamanique qui ont pour but de mettre en relation l'individu, donc le chaman, avec l'autre monde, afin de faire de lui une sorte d'intermédiaire entre le monde des hommes et celui des dieux, bien entendu. Donc, dans les premiers temps, pendant la période préhistorique et protohistorique, la notion de religion et de magie ne sont pas séparées. La magie sollicite les forces des dieux, et les dieux sont les forces qui
organise le monde. Donc la magie consiste simplement à communiquer avec les dieux dans le but d'infléchir les concepts du destin. Et là, on va retrouver totalement la notion de sorcellerie, qui est celui d'interroger ou de dire le destin. Ensuite, une autre chose fondamentale, c'est la différence entre magie et sorcellerie. On ne peut pas spécifiquement établir une frontière claire entre le concept de magie et le concept de sorcellerie pendant les périodes les plus anciennes de l'Antiquité et de la préhistoire protohistoire. Elle existe peut-être, néanmoins elle n'est pas définie. Alors, il faudrait voir ce que l'on entend par magie et ce que l'on entend par sorcellerie. Donc sorcellerie, nous avons déjà défini. Or, qu'est-ce que la magie? Eh bien, la magie, c'est l'art de connaître et de maîtriser les forces de l'univers, l'art de connaître le fonctionnement de l'univers et de l'utiliser dans un objectif précis. Alors, de ce fait, on pourrait dire à ce stade que la sorcellerie est une partie, est un morceau de la magie dans son aspect plus global, et que la magie est quelque chose d'intimement lié au divin, d'intimement lié au Dieu, et que la sorcellerie n'en est que sa partie négative, du moins dans l'acceptation courante, bien entendu. Autre chose, la magie, avant tout, c'est le secret des dieux. Les dieux sont eux-mêmes des mages, ou des sorciers si vous préférez. Certaines divinités font des actions qui sont supranormales, ou surnaturelles, qui semblent hors des capacités communes. Donc de ce fait, évidemment ce sont des dieux, ils ont des capacités au-delà de l'humain, mais ces capacités au-delà de l'humain peuvent être définies sous le terme de magie. Et donc, quand un individu cherche à faire des actions surhumaines, eh bien il cherche à faire des opérations magiques, donc à dérober d'une certaine façon le secret des dieux. Un autre concept fondamental est le fait que, dans les temps anciens, la magie n'était pas séparée de d'autres notions comme par exemple la médecine ou encore les sciences dans leur globalité. C'est-à-dire que l'on pourrait définir qu'il y avait les sciences dites visibles et les sciences dites invisibles, qu'aujourd'hui on va nommer sous le terme de sciences occultes, donc les sciences cachées. Sciences cachées, comprenez, la science des dieux. C'est ainsi que dans plusieurs mythologies, donc religions de l'Antiquité, souvent l'on va retrouver une divinité qui est celui qui apporte la science ou la connaissance aux hommes et de facto éventuellement la magie. Prenons par exemple chez les Égyptiens, c'est le dieu Thoth, qui est le dieu donc de la connaissance et de la sagesse, qui va apporter les sciences mathématiques, géométriques aux hommes, l'art de l'architecture, l'art de la connaissance des poids et des mesures, de l'écriture, mais également de la magie. Et là, on va retrouver une notion intimement liée, notamment entre celui de l'écriture et de la magie. Le fait d'écrire renvoie à la notion de parler, donc de noter des choses, et donc nommer les choses, c'est leur donner une certaine forme de réalité, d'où la notion de logos, que l'on va retrouver donc dans la philosophie grecque, mais également dans le christianisme. Autre exemple sur ces dieux qui offrent la magie, on va retrouver par exemple chez les Grecs le dieu Apollon ou encore Hermès. Apollon est un dieu par essence qui préside à la divination et donc qui va solliciter des visions aux humains, comme par exemple à la Pythie de Delphes, cette dernière pouvant interroger le destin et obtenir des réponses. Mais c'est bel et bien le dieu Apollon qui délivre une connaissance. Et donc la magie est cet acte qui va relier l'individu, la Pythie, avec la divinité, à savoir Apollon. Et donc tout ce qui se passe entre les deux est ce que l'on pourrait qualifier de l'opération magique, ou sorcellerie, éventuellement. Le dieu Hermès, avec son caducée, possède des pouvoirs, il peut endormir, il peut enchanter, il peut faire tout un tas d'actions et en fait profiter certains individus. Donc, certains dieux vont offrir la magie aux hommes. Pour citer et encore le dieu Odin, dans la mythologie scandinavo-germanique, donc le dieu Odin, qui a acquis les secrets de la sagesse, qui a acquis la connaissance des runes et qui va en faire présent aux hommes. Donc, il offre les codes de fonctionnement et d'utilisation de la magie et par extension de la sorcellerie. Alors ensuite, où est-ce que l'on va trouver ces notions de magie et de sorcellerie? Eh bien, absolument partout. Toutes les civilisations de l'histoire de l'humanité ont eu des pratiques que l'on peut qualifier de magie ou de sorcellerie. Cela existait absolument partout. Ces éléments que l'on pourrait considérer comme étant invariants.
On va retrouver la notion des filtres d'amour, des augures, des aruspices, du fait d'interroger le destin sous toutes ses formes, de l'interprétation des rêves, ou encore de l'objectif de faire des sortilèges, comme celui du mauvais œil, du nouage de l'aiguillette, ou encore de tout un tas d'autres choses. Cela est universel. Et maintenant, nous allons aller un petit peu plus loin, ou du moins plus précisément, dans la période de l'Antiquité grecque, avec les figures fondatrices, mais également mythologiques, de la sorcellerie. Alors, la première qui va nous intéresser, c'est bien sûr Circé. Alors, Circé est la magicienne. Aujourd'hui, on va employer le terme de sorcière, mais comprenez encore une fois que sorcellerie et magie, à cette époque, étaient intimement liés. Alors, qui est ce personnage de Circé? Eh bien, évidemment, ce n'est pas un personnage historique, c'est un personnage avant tout mythologique, qui est la fille d'une divinité, puisque c'est la fille du dieu Hélios, lui-même manifestation du soleil, et de l'Océanide Perséès. Donc de ce fait, Circé elle-même a une parenté divine. Il y a eu des débats, puisque certains auteurs de l'Antiquité ont considéré que Circé était une déesse, et puis d'autres auteurs, un petit peu plus récents, ont considéré que Circé était une humaine, et donc une sorcière. Et là on voit le débat qui va se poser entre Circé en tant que divinité transcende la notion de bien et de mal, et Circé en tant que sorcière est un personnage qui de facto est maléfique dans la plume de ses auteurs. Alors, le personnage de Circé apparaît pour la première fois dans l'Odyssée, un texte d'Homère qui retrace le périple d'Ulysse après la guerre de Troie, qui a pour but de retourner chez lui. Donc un périple qui va durer une vingtaine d'années. Un jour, avec son équipage, il arrive sur l'île où vivait la magicienne Circé. Cette dernière, ayant des pouvoirs absolument immenses, va concevoir un breuvage et va utiliser ses pouvoirs pour métamorphoser tous les compagnons d'Ulysse en porcs. Ulysse, qui a les faveurs d'Athéna, ne va pas se laisser prendre au piège et va menacer Circé de son épée si elle ne lève pas sa malédiction. Ils vont arriver à un accord, Circé va accepter de lever la malédiction et de ne pas faire de tort à Ulysse. Mais néanmoins, Ulysse, charmé par la volupté et tous les aspects séducteurs de Circé, va rester un certain nombre, une période relativement longue, auprès de Circé, et notamment avoir des enfants avec elle. Par la suite, Circé va donner des indications, des conseils à Ulysse pour poursuivre son destin. C'est notamment elle qui va lui conseiller d'entrer en contact nécromantique avec le devin Tirésias, un personnage qui était mort depuis bien longtemps, et elle va également lui donner le rituel afin de pouvoir entrer en contact avec Tirésias. Donc ça, c'est pour la mythologie. Ensuite, on va retrouver Circé dans de nombreuses autres épopées, mais ça, c'est le mythe fondateur. Alors, Circé, qu'est-ce qu'elle peut faire? Eh bien, tout d'abord, elle a la capacité d'agir sur le réel. Elle a des pouvoirs de métamorphose, de transformation, elle peut déclencher des tempêtes, elle peut envoûter les individus, elle peut subjuguer les individus, elle peut contrôler le climat, elle peut contrôler le destin, elle peut voir l'avenir mais également le passé, et vu qu'elle donne des indications à Ulysse, on sait également qu'elle peut entrer en contact avec le monde des morts. Donc les pouvoirs de Circé sont considérables. Nous ne sommes pas du tout sur un personnage équivalent de la sorcière médiévale qui vole sur son balai et qui va au sabbat. Nous sommes vraiment sur un personnage qui, à défaut d'être une divinité, a des pouvoirs équivalents à ceux d'une divinité. Et donc, c'est un personnage central dans l'architecture du personnage de l'adepte de sorcellerie. Mais ensuite, on va trouver une autre figure, c'est celui de la nièce de Circé, à savoir Médée. Alors Médée est un personnage qu'on va retrouver également dans la mythologie grecque, notamment dans le texte Les Argonautiques des Argonautiques, puis on va retrouver ensuite chez Euripide. Alors Médée est également un personnage qui a dans sa généalogie des divinités, puisque c'est la fille de Éétès, et Éétès étant lui-même le fils de Hélios. Pour faire un petit peu le schéma, Éétès était le frère de Circé, donc fils d'une divinité. Et puis, donc, Éétès aura lui-même une fille avec une Océanide, donc une Océanide qui est aussi une divinité, aura une fille qui s'appelle Médée. Donc Médée est la nièce de Circé, a une parenté divine, elle-même, encore une fois, est à moitié déesse, à moitié sorcière. Cela va dépendre de la plume et du point de vue des auteurs. Alors, quelle est l'histoire de Médée dans le conte mythologique? Eh bien, Médée vivait en Colchide, c'était la fille du roi de Colchide, pays qui détenait la célèbre Toison d'Or, un artefact magique au grand pouvoir. Un jour, Jason, un héros grec, suite à diverses péripéties, va se lancer en quête de cette fameuse Toison d'Or.
Il va arriver en Colchide et évidemment va se nouer une romance entre le beau héroïque Jason et la sorcière Médée. Cette dernière va trahir sa famille, elle va assassiner son frère, elle va provoquer indirectement la mort de plusieurs membres de sa famille dans le but d'aider Jason dans son combat pour obtenir la toison d'or, notamment ensorceler un dragon, vaincre des ennemis et tout un tas d'autres choses. Et puis finalement, Médée va partir avec Jason afin de rejoindre les terres de la Grèce. Mais cela ne va pas très bien se passer puisque Jason va la trahir pour une autre femme suite à tout un tas de débats politiques, ce qui fait que Médée, qui a tout sacrifié pour le beau Jason, va se retrouver mise à l'écart. Évidemment, elle va se venger, elle va déchaîner sa fureur, va maudire Jason, éliminer des personnages importants de l'entourage de Jason, notamment la femme avec qui il devait se marier, en lui donnant un manteau enflammé, elle va s'embraser et prendre feu dans des situations absolument terribles, et Médée va faire étalage de sa colère et infléchir le destin, et même contraindre les dieux à agir. Donc les pouvoirs de Médée sont, encore une fois, absolument considérables. Il est probable que ceux de Circé soient encore plus forts, mais ils ne sont pas autant mis en avant, alors que ceux de Médée sont absolument considérables. La sorcière ne craint ni les démons, ni les hommes, ni les dieux. Elle change le climat, elle influe l'avenir, elle connaît le passé, elle peut invoquer les morts, elle peut ressusciter les morts, elle peut faire périr absolument n'importe qui. Les pouvoirs de Médée sont quasiment sans limite, si l'on peut dire. Alors bien sûr, Circé et Médée sont avant tout des personnages mythologiques, des figures représentant une certaine idée que l'on se fait de la sorcellerie ou de ce pouvoir secret détenu par les dieux et qui a été volé par quelques individus comme Circé et comme Médée qui, je vous rappelle, sont elles-mêmes plus ou moins des déesses et plus ou moins humaines. C'est difficile de les situer. Et c'est tout ce paradoxe qui est d'ailleurs pertinent, si l'on peut dire. Alors maintenant, voyons un peu la place de la sorcellerie au sein de la société de la Grèce antique. Cela va être variable évidemment au cours du temps. Alors si l'on se place dans la période de la Grèce archaïque, la sorcellerie est une activité que l'on retrouve au quotidien. Alors évidemment on pourrait dire qu'est-ce que recouvre le terme de sorcellerie. Encore une fois je vous rappelle qu'il est lui-même mélangé avec le terme de magie. Magie dans une acceptation plus globale et la sorcellerie ou la goétia qui représenterait une partie des activités dites magiques. Alors, dans la société grecque archaïque, on utilise la magie, bien évidemment, dans le but de consulter les augures, de connaître le destin, notamment les chefs d'État, se rendre régulièrement dans la cité de Delphes, une sorte de capitale religieuse de la Grèce antique, afin de consulter la Pythie, qui est la prêtresse d'Apollon. On va trouver également d'autres devineresses, si l'on peut dire, notamment dans d'autres villes comme à Cume. Donc, tout un tas de sanctuaires où des individus, très souvent des femmes, sont capables d'entrer en communication avec les divinités et donc de connaître le destin. Donc l'usage de la magie, au sens global, était tout à fait fréquente dans la société de la Grèce archaïque. Néanmoins, cela ne veut pas dire qu'elle était bien vue. Pour ce qui est des augures, consulter le destin, cela était globalement bien vu. Des hommes avaient capacité, en analysant le vol des oiseaux et tout un tas d'autres éléments, de connaître le destin. Et puis on trouvait par exemple la pratique des aruspices, qui consistait par exemple à disséquer un animal, prendre le foie et interroger les entrailles de l'animal afin de connaître le destin. Ceci n'était pas du tout mal vu, c'était une activité courante que l'on retrouvait dans la société grecque. Mais d'autres choses étaient mal vues. Par exemple, certaines personnes, alors peut-être des sorciers, peut-être des charlatans, peu importe, mais ces personnes avaient, soi-disant, la capacité de faire des filtres d'amour ou de charmer, et donc ils vendaient leurs produits qui avaient évidemment des intentions malveillantes. Une personne qui se procurait un filtre d'amour dans le but de se faire aimer d'une autre personne et tout un tas d'autres choses. Il y avait des personnes qui pratiquaient le nouage de l'aiguillette, c'est-à-dire provoquer la stérilité des femmes ou éventuellement l'impuissance pour les hommes. Il y avait des personnes également qui utilisaient ces capacités de sorcellerie dans le but de maudire un troupeau afin que les vaches ne produisent pas de lait, par exemple. Donc vous voyez tout un tas d'activités, certaines étant tout à fait bien vues et conformes dans la société grecque, qui étaient ce qu'on pourrait dire des actes d'opération rituelles magiques, mais religieuses au sein de la société grecque. Je vous rappelle que magie et religion ne sont pas séparées à cette époque, et puis d'autres activités qui sont mises au banc de la société, d'où on emploie le terme de goétia ou de sorcellerie, qui sont des activités plus négatives, soit le lot des charlatans ou de personnes mal intentionnées. Alors on va trouver dans la société grecque classique, encore une fois, ce débat qui va prendre de l'ampleur, avec certains philosophes, comme notamment Platon, qui ne reconnaît pas
la réalité des phénomènes de sorcellerie, mais qui néanmoins les considère comme inquiétants. Pour lui, ce sont avant tout des activités de charlatans, des gens qui utilisent la crédulité des personnes pour s'enrichir et parfois ayant des activités plutôt malhonnêtes. On note aussi le lien qui existe aussi entre la notion de sorcellerie et de l'empoisonnement. Parfois, les poisons étaient considérés comme de la sorcellerie. Et donc, les gens qui utilisent du poison ont une mauvaise chose, bien évidemment. Et donc, Platon dénonce la sorcellerie comme étant un charlatanisme ou une activité d'empoisonneur. Ce sera également une critique partagée par de nombreux autres philosophes de la période de la Grèce classique. Mais, à la même époque, comprenez qu'on utilise encore les auspices, les aruspices, les oracles, l'interprétation des rêves, l'astrologie et tout un tas d'autres activités magiques. Donc, la rupture commence à se former, si l'on peut dire, entre les activités de sorcellerie et les activités dites magiques, au sens plus noble, si l'on peut dire. Alors, on va retrouver d'autres activités, je vous disais, comme l'astrologie, l'alchimie, qui prennent naissance sensiblement à cette époque aussi, et qui ne sont pas considérées comme de la sorcellerie, bien évidemment, et ne sont pas regardées comme négativement. Alors, pour aller un petit peu plus loin, toujours dans la société de la Grèce antique, il faut nous intéresser au concept de désidaimonia. Donc, désidaimonia, qui veut dire, dans un sens positif, la magie des dieux ou la superstition, ou la peur associée à ces superstitions. Comme nous l'avons vu préalablement, les dieux sont eux-mêmes des magiciens. Exemple, Apollon, par ses pouvoirs de divination, Hermès, avec toutes ses capacités diverses et variées, mais on va trouver par exemple Asclépios. Donc Asclépios, un fils d'Apollon, qui a des capacités en médecine, et notamment, il ira jusqu'à avoir la capacité de ranimer les morts. Donc, Asclépios est avant tout un médecin, mais dont les pratiques sont proches du concept de magie. Et là, ça illustre parfaitement ce concept que magie et médecine ne sont pas séparés. Ensuite, on va trouver Héphaïstos. Alors, Héphaïstos est un dieu, le dieu forgeron, Vulcain chez les Romains. Il fabrique différents objets, notamment une sorte de filet enchanté où il va piéger les amants Aphrodite et Arès. Il va également fabriquer des armes toutes puissantes qui ont des vertus magiques. Il va également fabriquer les chaînes de Prométhée, donc quand Prométhée sera puni par Zeus et enchaîné dans un rocher du Caucase, eh bien c'est Héphaïstos qui va fabriquer ces chaînes qui sont indestructibles. Donc nous avons encore une fois un dieu magicien associé cette fois-ci à la forge. Donc la forge elle-même, dans la métallurgie au sens plus large, qui possède elle aussi un aspect magique. Chose que l'on va retrouver d'une façon tout à fait commune d'ailleurs dans la mythologie ou les récits hébraïques. Bien sûr, avec le personnage de Tubal-Caïn qui invente la forge, qui a un aspect un peu magicien aussi. Alors on va trouver d'autres, évidemment, Zeus. Zeus, dieu magicien par essence, qui contrôle le climat, le tonnerre, la foudre, qui est la magie dans sa quintessence la plus pure, puisque c'est le roi des dieux, après tout. Alors revenons à ce concept, le désidaimonia. Alors, tout d'abord, pour comprendre cela, il faut s'intéresser au concept de daimon. Donc daimon, qui va donner le nom de démon. Eh bien, qu'est-ce que sont les daimons? Ce sont des entités ou des forces invisibles, qui servent d'intermédiaires entre le monde des hommes et le monde des dieux. Quand une divinité produit une action, c'est comme si des daimons se mettaient en mouvement pour accomplir cette action. Et inversement, quand des hommes sollicitent des forces invisibles, eh bien, ils interrogent le destin, ils interrogent les forces invisibles, et c'est ces forces invisibles qui vont se mettre en mouvement pour répondre à cette interrogation positivement ou négativement. Donc, de là, vous retrouvez le concept, qui est celui de Goetia, qui est l'invocation des démons, ou l'invocation des daimons, puisque l'acte de sorcellerie, c'est avant tout celui qui va agir via le vecteur des daimons. Alors, maintenant, la désidaimonia. Dans un sens positif, c'est la magie des dieux. C'est les personnes qui ont la capacité d'agir grâce à ces daimons dans le but d'obtenir des résultats positifs. Mais dans son sens négatif, d'utiliser ces daimons pour une activité malsaine, cela va engendrer la désidaimonia, qui est la peur des démons, et donc la superstition au sens très large dans une acceptation moderne, bien entendu. Alors, la magie des hommes, ça consiste à quoi? Eh bien, dans un premier temps, ça peut être l'interprétation du langage des dieux, les augures, les oracles, l'astrologie, etc. Là, on parle de magie. Enfin, magie, astrologie ou alchimie, bien sûr. Ensuite, dans un deuxième cas, c'est l'utilisation des énergies, comprenez les daimons, avec un objectif et un résultat souhaité. Là, on entre dans le cadre de la magie opérative ou, dans son aspect négatif, de la goétia ou la sorcellerie.
Et puis, en troisième partie, c'est l'utilisation du savoir caché des dieux directement. Là, on parlerait de haute magie ou de haute science dans des acceptations ésotériques, bien entendu. Alors, nous avons parlé de quelques dieux masculins, mais quand on s'intéresse à la sorcellerie, on en revient toujours au féminin, et notamment avec une divinité centrale dans cette affaire-là, qui est la divinité Hécate. Alors, qui est la déesse Hécate ? Eh bien, tout d'abord, dans la théogonie, donc la théogonie, c'est un texte écrit par Hésiode qui va établir la cosmogonie des divinités de la religion grecque, eh bien, Hécate est la fille du titan Persès et de la titanide Astéria, donc Astéria, l'étoile. Sachant que cela sera variable suivant des mythes. D'autres auteurs, plus tardifs, vont donner d'autres parentés à Hécate, faisant parfois la fille de Zeus, parfois la fille de d'autres divinités diverses et variées. Parfois, on en fait même la fille du Tartare. Dans son acceptation première, donc Hécate est une divinité, plus précisément une titanide, donc fille des titans directement, donc de la même génération que les premières divinités, bien sûr. Hécate est une déesse lunaire associée à la sorcellerie. Donc associée à la sorcellerie, comprenez la Goetia, bien sûr toutes les sciences de l'invisible, la magie divine. Elle fonctionne en triade avec deux autres divinités. Donc tout d'abord Sélène, qui représente la lune dans sa forme primaire, mais qui représente surtout la pleine lune. Donc la lune dans sa forme adulte, si l'on peut dire. Ensuite, on va retrouver Artémis, qui représente inversement la lune dans sa jeunesse, donc le croissant de lune, la jeune fille. Et puis Hécate, c'est la vieille femme, c'est la lune noire, ou la nouvelle lune si vous préférez, et c'est celle donc qui préside aux forces obscures. Pourquoi ? Parce que la nouvelle lune a très rapidement été associée aux forces maléfiques, les forces chtoniennes du monde infernal, de l'Érèbe, si vous préférez, donc l'Érèbe qui représente les ténèbres, si vous voulez, dans la mythologie grecque. Et donc Hécate est la représentation de la lune dans sa version ténébreuse. Donc évidemment, là on touche sur l'aspect de la sorcellerie au sens négatif. Alors qu'inversement, avec Sélène, on serait sur une sorcellerie avec un aspect plus positif. Et donc on n'emploierait pas le terme de sorcellerie, tout simplement. Alors Hécate porte évidemment aussi d'autres noms, notamment celui de Chtonia. Chtonia, dans son acceptation de déesse des enfers. Donc déesse des enfers, ça ne veut pas dire qu'elle préside sur les enfers, ça c'est Perséphone, mais Hécate, dans son nom de Chtonia, est une divinité liée aux forces souterraines, donc aux forces chtoniennes. Donc ce qui renvoie à l'aspect passionnel et ténébreux de la sorcellerie. Et puis c'est également la déesse des carrefours. Alors pourquoi des carrefours ? Eh bien parce que dans les temps antiques, donc dans la période de la Grèce antique, on considérait que les carrefours étaient des endroits, donc carrefour, je vous rappelle, c'est un croisement de plusieurs chemins. Or, on considérait que ces lieux étaient des endroits où l'on pouvait se rendre en enfer, symboliquement. Et donc si on peut se rendre en enfer, c'est également une porte de sortie des enfers. S'il y a une porte de sortie des enfers, c'est un endroit où on peut entrer en communication avec les divinités du dessous, et donc avec Hécate. Donc Hécate préside au carrefour, puisque c'est le lieu de communication avec l'autre monde. Avec quelques petites réserves, néanmoins, je vous rappelle que l'enfer, l'autre monde, le monde chtonien, n'était pas forcément négatif dans la période de la Grèce antique. Le monde chtonien, c'est l'endroit des forces telluriques passionnelles, en opposition avec les forces célestes uraniennes. Cela n'a pas forcément de connotation maléfique dans les premiers temps. Cela sera le cas par la suite avec la représentation judéo-chrétienne de l'enfer. Mais à cette époque, Hécate, c'est celle qui préside simplement aux communications entre ces carrefours et le monde du dessous et ses forces qui peuvent en jaillir, tout simplement. Alors là se pose une question. Il semble que dès les premiers temps, la sorcellerie ou la Goétia était plus intimement liée avec les femmes. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait que des femmes qui avaient des pouvoirs dits magiques. On va retrouver des divinités masculines magiciennes et des divinités féminines magiciennes, avec la figure centrale qu'est Hécate, et qui va regrouper ce terme spécifique de sorcellerie par la suite, bien entendu. En revanche, on constate quand même que dans la société des hommes, bien sûr, eh bien, ce sont plutôt des personnages féminins qui vont toucher ou avoir des rapports avec les activités dites de sorcellerie. Et notamment dans un territoire particulier qui est celui de la Thessalie. C'est là que l'on va retrouver le plus de personnages, du moins dans les récits ou dans les épopées littéraires, qui vont avoir des liens avec la sorcellerie. Alors on parle alors de la terre des sorcières ou la terre de Thessalie. Tout
Tout d'abord, la Thessalie se place au pied du mont Olympe. Hein. On est au-dessus de la Béotie et en dessous de la Macédoine pour situer géographiquement. Donc au pied du mont Olympe, donc comprenez, au pied du sanctuaire des dieux, et donc à proximité de cet endroit où règnent les maîtres de la magie. Mais donc quel meilleur endroit pour dérober la magie aux dieux en l'occurrence. Ensuite, cette terre de Thessalie a été réputée très rapidement pour être celui des adeptes donc de la Goétia, ou si vous préférez, de la sorcellerie. Évidemment, il est très difficile de savoir exactement comment était perçu ce concept à l'époque. Nous n'avons qu'une illustration de ce que cela pouvait être via les auteurs qui, par des romans ou des allégories philosophiques, ont présenté des sorcières de Thessalie. Alors, pour citer les plus célèbres, bien sûr, nous trouvons tout d'abord Canidia, Sagane, Veia et Folia, qui sont 4 personnages, qui sont donc 4 sorcières, présentées comme de vieilles femmes hideuses, méchantes et malveillantes, ayant des pouvoirs de sorcellerie, faisant mourir des individus, maudissant les récoltes et tout un tas d'autres choses. Et ces personnages nous seront présentés par Horace, hein, donc dans 2 textes, principalement les satyres et les épones. Ce qui est important de noter, c'est que Canidia, Sagane et les autres sont des sorcières, certes, mais ne sont pas des sorcières à la mesure de Médée, par exemple. Ce ne sont pas des personnages qui ont des pouvoirs qui défient l'entendement. Ce sont avant tout des personnages qui possèdent des qualités invisibles, des qualités occultes, dans le but d'infléchir ou d'altérer le destin. Mais elles ne peuvent pas transformer le climat, elles ne peuvent pas maudire une cité entière, elles n'ont pas des pouvoirs illimités. Elles ne sont pas comme Médée, encore une fois. Alors ensuite, on va trouver une autre sorcière, cette fois-ci c'est Éricto, donc Éricto par Lucain, qui va la présenter dans la Pharsale. Alors là, cette fois-ci, Éricto, on retrouve un petit peu un personnage sans commune mesure, c'est-à-dire comme Médée. On est sur un personnage qui peut tout faire, qui peut infléchir le destin, qui peut modifier le climat, qui peut maudire une cité, qui peut prédire le destin, interroger les morts, qui peut contraindre les dieux. Ça va jusque-là, si vous voulez. Et puis, dernièrement, on va trouver, mais toujours le même portrait, on se retrouve sur une femme hideuse, malveillante, et c'est donc toute sa méchanceté qui va provoquer tous ces maléfices, si on peut dire. Donc, Canidia, les autres et Éricto sont des personnages qui sont représentés comme dans une figure horrible, horrible. Alors qu'on n'est pas du tout sur l'image mythologique de Circé et Médée, qui sont de belles femmes, séductrices, encore une fois plus proches des déesses, si vous voulez. Et là, on voit la fracture qui se place progressivement entre cette vision de la sorcière qui est répugnante, donc dans les premiers siècles avant notre ère et premiers siècles après notre ère, inversement avec les figures mythologiques qui remontent au 5-8e siècle avant Jésus-Christ, qui étaient plutôt des femmes déesses un petit peu. Alors, on va trouver un contre-argument ou un contre-exemple avec le roman donc Les Métamorphoses d'Apulée. Les Métamorphoses d'Apulée, qui est donc écrit par un auteur qui lui-même est initié à tout un tas de pratiques dites magiques ou occultes. Il a été initié au culte à mystère d'Éleusis, au mystère d'Isis, de Cybèle et quelques autres, et il va présenter dans son texte plusieurs archétypes de sorcières. Alors on va trouver Méroé, Pamphile et Panthia. Alors, tout d'abord Méroé. Méroé est un personnage qui est une sorte de copie de Médée. Méroé, sous un autre nom, reprend les attributs de Médée et ses pouvoirs sont absolument sans limite. Elle fait absolument ce qu'elle veut, elle maudit, elle châtie. Le personnage est foncièrement malveillant, mais il est séducteur. On est encore une fois sur l'illustration de la femme déesse. Et puis ensuite, on a Pamphile. Alors Pamphile, qui est la protagoniste qui fait que le héros va se retrouver dans tout un tas de tourmentes, métamorphosé en âne et tout un tas d'autres choses. Donc Pamphile, encore une fois, c'est une femme séductrice, au grand pouvoir, belle, voluptueuse, mais fondamentalement malveillante. Mais ce n'est pas forcément malveillante au sens extrême, comme une Éricto ou quoi que ce soit, mais on est quand même sur un personnage malveillant et fourbe, et qui est luxurieux avec tout un tas de vices, en opposition avec le héros et sa quête, bien entendu. Mais les pouvoirs de Pamphile sont très forts, même s'ils ne sont pas à la mesure de Méroé. Dans le même texte, Méroé, illustration de la femme déesse comme Médée ou Circé, et puis Pamphile, l'illustration de la sorcière contemporaine de la société grecque, qui a des pouvoirs très puissants, mais néanmoins pas au niveau des dieux, et pas au niveau de Méroé dans le même texte, bien entendu. Donc on voit ce passage entre la sorcière femme déesse et la sorcière de la société des hommes, si l'on peut dire.